Bonjour à tous. Alors, nous voilà maintenant sur les rendez-vous du mois connecté. Donc, je suis Sandrine Roche, créatrice de la méthode Mon corps m'a dit. Et je vous permets, à travers mes séances, de vous libérer de vos blocages émotionnels pour retrouver toute votre confiance. Euh, j'ai également un programme, Bas les masques, qui vous permet de trouver et d'incarner votre mission d'âme. Et c'est dans ce sens que j'ai fait donc les rendez-vous du mois connecté, qui sont la suite de l'éveil, du sommet de l'éveil spirituel que j'avais organisé du 29 juin au 2 juillet. Et aujourd'hui, donc, j'ai le plaisir vraiment d'accueillir Tiffaine Leroy. Tiffaine Leroy qui est l'auteur de Vivre autrement et qui va nous raconter en fait justement son éveil spirituel aujourd'hui. Donc bonjour Tiffaine. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter justement pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore? Oui, donc moi c'est Tiffaine Leroy, je suis responsable communication dans un cabinet de recrutement qui est spécialisé sur les métiers de l'environnement. J'ai deux enfants de 4 et 6 ans et 32 ans depuis pas longtemps, le 25 août. D'accord. Et donc tu as écrit Vivre autrement qui va être ce qu'on va aborder dans ce cadre de ce rendez-vous, de cette interview. C'est ça, je l'ai écrit à la découverte de mon cancer et en fait ça a été un exutoire pendant toute cette épreuve. D'accord. Alors, on va revenir à ton enfance, parce que on a échangé un peu, et tu sais que j'ai été auxiliaire de puériculture. Enfin, ça m'importe beaucoup de revenir à cette période, de vraiment retracer tout le chemin que tu as pu avoir jusqu'à cet éveil spirituel. Donc, est-ce qu'il y avait des choses dans ton enfance, dans ton adolescence, qui auraient pu laisser présager cet éveil-là, cette rencontre avec ce monde plus grand dont tu as pu avoir conscience par la suite? J'ai pas souvenir d'avoir eu. J'étais plutôt à l'écart des autres parce que j'avais une façon d'être qui était un peu différente, pas dérangeante, mais j'aimais bien me démarquer finalement de la façon de penser des autres. Et ce qui fait que j'étais plutôt la personne à côté du groupe, qui pouvait faire partie de tous les groupes, mais qui ne faisait partie finalement d'aucun groupe. Mais je ne sais pas si, enfin, il n'y avait rien qui faisait que on pouvait prévoir un éveil spirituel. Je m'y suis vraiment intéressée quand j'ai été malade. D'accord. Et est-ce que tu étais du genre, enfin, est-ce que tu étais plutôt une petite fille introvertie, extravertie? Est-ce qu'il y avait. Non, j'étais plutôt extravertie. Ouais. D'accord. Et tes parents, est-ce qu'il y avait des choses aussi dans leur façon d'être qui auraient pu être amenées, enfin, à t'éveiller par la suite? Non, pas du tout. Pas du tout. D'accord. Donc, tu n'étais pas prédisposée, on va dire, à Non, cet éveil et à cette ouverture au monde. non. D'accord. Et alors après, donc tu grandis, tu fais tes études. Et vers quoi alors tu te diriges après l'adolescence, au moment du bac peut-être ou, Je me suis dirigée vers des études en communication. Ensuite, j'ai travaillé 8 ans dans une agence de pub. Euh, je pense que, a priori, ma maladie s'est développée pendant que j'étais en train de travailler. Donc, D'accord, je pense que c'est à ce moment-là où j'ai commencé à refouler pas mal de choses. Et au final, je crois que l'intérêt pour la spiritualité pardon, s'est éveillé à ce moment-là, mais je n'y prêtais pas attention. J'avais des signes auxquels je mettais une barrière mentale. Je me rends compte avec le recul, mais à ce moment-là, je ne le réalisais pas. J'étais vraiment concentrée dans mon quotidien avec l'arrivée de mes deux enfants, plus l'ambition professionnelle qui fait qu'à un moment donné, on se perd complètement dans le quotidien et on en oublie de s'écouter. et qu'est-ce que du coup a été le déclencheur de cet éveil? Comment c'est venu à toi? Comment ça s'est manifesté? De manière très inattendue, puisqu'en fait, j'ai fini par quitter mon travail dans lequel je ne me sentais plus bien. J'ai eu l'occasion du coup de faire un an dans l'entreprise dans laquelle je travaille. Et suite à un concours de circonstances, j'ai fait un IRM cérébral
juste pour vérifier. Et finalement, on est tombé sur une grosse tumeur au cerveau. Donc à partir de ce moment-là, ça a été un peu la descente aux enfers. Mais c'est en perdant tout finalement que je me suis retrouvée. T'avais pas de douleur hein, qui pouvait t'alarmer? J'avais en fait, si, pendant que je travaillais enfin, à partir du moment où j'ai commencé à travailler dans mon ancienne boîte, dans l'agence de pub, j'avais des douleurs cervicales, mais vraiment très très fortes qui m'empêchaient de dormir la nuit. Je ne pouvais même pas rester allongée. Donc on a testé, enfin j'ai testé beaucoup de médecins, rhumatologues, ostéopathes, on a fait des radios, on ne trouvait rien du tout. Au point où finalement on me le disait pas comme ça, mais on me sous-entendait que c'était probablement dans ma tête. Sauf que mon mari qui dort avec moi se rendait bien compte que c'était juste impossible parce que je ne pouvais pas dormir tellement c'était insupportable de rester allongée. Donc j'ai fini par me dire tant pis, je vais faire avec. Donc j'ai essayé de ne plus prêter attention à la douleur. Et en fait, quand je suis partie de cette boîte, j'ai une collègue qui m'a parlé d'un posturologue qui, en fait, il se trouve que cette personne était a priori très bien pour trouver d'où venaient les problèmes et orienter vers les bons spécialistes. Donc, je me suis dit, c'est l'occasion de relancer les investigations parce que tout allait bien dans ma vie, il ne restait plus que ça à régler. Et en fait, quand je suis allée le voir, on a fait différents tests et à ce moment-là, il s'est rendu compte que les douleurs que j'avais au niveau des cervicales n'étaient qu'une compensation d'autre chose. Parce qu'en fait, c'est comme si mon cerveau occultait complètement ma jambe gauche. C'est comme si elle n'existait pas. Donc, il y avait tout le poids de mon corps qui était en déséquilibre et c'est ça qui provoquait ces douleurs. Donc, il m'a dit effectivement quelque chose ne va pas. C'était le premier à me le dire. Sur le coup, j'ai été rassurée. Je me suis dit, ouf, on va trouver. Oui, on Sauf met le doigt qu'il sur quelque m'a, chose. Ouais. voilà, il m'a orienté, il pensait à l'oreille interne, donc il m'a orienté vers l'ORL. Mhm. L'oreille interne allait très bien. J'avais juste quelques acouphènes, donc l'ORL m'a suggéré de faire un IRM cérébral juste pour vérifier. En l'occurrence, c'est pas quelqu'un qui fait des examens, enfin qui propose des examens pour rien. Donc avec le recul, je me dis que vraiment le hasard a donné un gros coup de pouce dans tout ça. Et quand j'ai été faire l'IRM, je suis restée finalement 1 heure dans la machine. Et quand j'en suis sortie, ils essayaient de trouver ma maman qui attendait dans la salle d'attente. Bon, quand même bizarre qu'ils ne veuillent pas m'annoncer quelque chose toute seule. Et finalement, quand je me suis retrouvée devant la radiologue, elle m'a posé beaucoup de questions pour savoir si j'avais d'autres symptômes. Donc, je lui ai expliqué que non. Hein, je venais, mais je n'avais pas de symptômes neurologiques, ni de maux de tête. Et au final, elle m'a montré la grosse tache qui les embêtait, qui était quand même très, très grosse. Et elle s'est excusée en me disant que c'était le premier médecin d'une longue liste. Et donc là, j'ai été admise aux urgences pour faire des tests neurologiques, qui étaient très bons, puisque effectivement, comme je leur avais dit, j'allais bien. Par En tout ailleurs, cas, je pensais aller bien. ouais. Ouais. Et ils ont envoyé mes clichés en neurologie à l'hôpital Salengro. Et donc, en fait, là-bas, ils ont rappelé pour dire qu'il n'y avait pas d'urgence parce que ça devait évoluer dans ma tête depuis déjà pas mal d'années et que du coup, j'avais rendez-vous le lendemain matin en neurochirurgie. Et donc là, je me suis dit, oui, on part vers une opération. Et là, quoi, on est en quelle année là? Là, c'était en octobre 2019, donc Ouais, c'est pas si vieux. ouais, d'accord. Donc l'IRM, c'était fin octobre et j'ai été opérée 2 ou 3 décembre. Et là, comment ça se passe? Du coup, tu as un coup de masse et comment tu réagis? Là, clairement, j'ai fait des vidéos d'adieu à mes enfants. Enfin, c'est vraiment la descente aux enfers où le monde s'écroule complètement. Enfin, tout ce qu'on avait prévu, tout ce qu'on imaginait pour sa vie et pour la vie de ses proches, ça s'effondre vraiment comme un château de cartes. Là, j'ai eu une période très, très difficile. Je pleurais le jour, la nuit. Puis je passais mon temps. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin de comprendre et d'aller chercher les informations. Mm. Donc, je ne le conseillerais pas, mais moi, j'avais besoin de le faire. Donc, j'ai été chercher tout ce que je pouvais sur justement le gliome. Hein. C'est une tumeur infiltrante. Et du coup, je passais vraiment mes nuits sur Internet à essayer de trouver un témoignage positif de quelqu'un qui allait bien. Chose qui était très difficile à faire parce que c'est une tumeur assez rare. Et en l'occurrence, tumeur au cerveau, ça disait tout et son contraire parce que ça dépend vraiment d'où elle est positionnée,
de chaque personne. Donc, mais potentiellement, c'était vraiment l'endroit où il ne fallait pas avoir une tumeur. Parce que le cancer du cerveau n'intéresse personne parce que ce n'est pas rentable. Et en plus, ça touche à tout ce qu'on est finalement. Le cerveau, c'est la motricité, c'est la façon de penser, c'est les souvenirs. En l'occurrence, moi, c'était situé en frontal droit, donc c'était aussi la partie des émotions. Et notamment de la capacité à avoir de l'empathie pour les gens. Donc, et puis, potentiellement, c'était assez proche de la zone de motricité. Donc, Ouais. ça pouvait aussi jouer sur une Et, paralysie voilà. sur le côté opposé du corps. Ouais. Et après, alors, il y a eu ce premier choc où on te dit, où on te donne l'annonce du diagnostic. Et comment ça se passe après pour toi? Comment t'en viens à te poser voilà, toutes ces questions et à cheminer vers cet éveil textuel? Alors, ça a été très progressif. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on le vit, on se rend compte que c'est beaucoup d'attentes. Parce que entre le moment où j'ai vu le neurochirurgien, il y avait une réunion. Attends, excusez-moi, il y a mon chat. Il y a une réunion pluridisciplinaire qui était programmée la semaine d'après. Donc, il faut attendre cette réunion avec tous les spécialistes. Et ensuite, seulement, on revoit le neurochirurgien qui explique ce qu'ils envisagent au niveau des clichés. Bon, quand je suis retournée le voir, j'avais tellement bien cherché sur Internet avec mes clichés que je savais déjà ce que j'avais. En tout cas, je l'imaginais. Ouais. Et quand il m'a dit effectivement que c'était un gliome, je savais tous les tenants et les aboutissants de cette maladie. Donc, toute cette attente fait qu'à un moment donné, on réfléchit à beaucoup de choses, on se documente aussi beaucoup, on lit beaucoup. J'ai beaucoup cherché. J'écris, donc je me rends compte avec le recul quand je lis mon livre que je ne pensais pas avoir cheminé si tôt, mais qu'en fait, quand on lit mon livre, j'avais déjà, je sais pas, mon inconscient qui m'envoyait des messages que je recevais pas tout à fait comme je les reçois aujourd'hui, Ouais. mais finalement, c'était très progressif et ça a commencé plus tôt que je l'imaginais. Parce qu'en fait, une fois que j'ai été opérée début décembre, je suis restée 9 jours à l'hôpital, donc là, c'était quand même très compliqué. Quand je suis rentrée chez moi, il fallait attendre un mois pour avoir les résultats de l'analyse et pour savoir si c'était effectivement un cancer. Il se trouve qu'au début, ça devait être plutôt du bas grade, donc c'est-à-dire évolutif lent. Ouais. Et en fait, quand on a eu les résultats de l'analyse un mois plus tard, début janvier, enfin, c'était juste après début janvier, c'était déjà du haut grade. Donc là, ils m'ont orienté vers une radiothérapie de 6 semaines et demie et 6 mois de chimiothérapie. Quand ils ont enlevé la tumeur, ils ont pu enlever l'intégralité de la tumeur? Oui, alors c'est là où je me suis aussi dit que j'avais fait une part du travail, dans le sens où, en fait, j'avais déjà un peu cheminé et c'est peut-être bizarre à dire comme ça, mais quand ils font la préparation pour l'opération, on a un IRM pour qu'ils puissent vraiment vérifier s'il n'y a rien qui a changé parce que entre l'IRM que j'ai fait fin octobre et l'opération début décembre, ça aurait pu évoluer. Et à ce moment-là, en fait, moi, ce que je me suis dit dans ma tête, Ouais. c'est je mobilisais, j'appelais ça mes petits guerriers blancs, donc toutes les bonnes cellules pour se mettre autour des mauvaises cellules et en fait pour délimiter correctement la zone pour aider les neurochirurgiens. Je ne sais pas si ça a aidé. Moi, je suis convaincue que oui. Après, ça ne se prouve pas. Et en l'occurrence, j'avais aussi de très bons spécialistes, à mon avis, qui ont eu des doigts de fée pour intervenir dans ma tête. Et donc, ils ont pu tout enlever, alors qu'en l'occurrence, elle était relativement grosse, mais elle descendait en fait un petit peu. Donc, cette partie-là, ils ne l'avaient pas dit avant, mais potentiellement, elle aurait été difficilement accessible. Ils ont réussi à tout faire. À tout prendre. Et alors, cette histoire, justement, quand même, des petits guerriers blancs, parce que, enfin, voilà, il y a plein de gens qui n'auraient pas cette notion-là de faire appel à ces guerriers ou toute autre visualisation. Comment ça t'est venu? Comment on peut expliquer que tu aies eu cette manifestation-là, cette envie-là de les appeler comment c'est venu à toi? Je crois que c'est venu au fur et à mesure de mes lectures. Alors, je ne saurais plus dire exactement laquelle, mais je suis tombée souvent sur justement des personnes qui avaient le cancer et qui se battaient en projetant finalement au-delà de pensées positives, en essayant d'être acteurs
par l'intérieur d'eux-mêmes, en mobilisant toutes leurs ressources pour Mm. justement aider leurs cellules à, à se, à se régénérer correctement et à accompagner le travail des médecins. Donc, cette Donc, période, dire exactement de quelle façon, je ne sais pas. Je pense que tout ça m'a influencée. ouais, c'est ça. Et du coup, ça a été propice à des lectures, à des rencontres qui t'ont guidé vers d'autres choses. Ouais. Alors, les rencontres, à ce moment-là, j'y prêtais moins attention. Mais cela dit, juste avant l'opération, j'étais vraiment très très stressée la veille parce que pour moi, j'allais déposer mes enfants à l'école et puis après, je les revoyais potentiellement plus jamais. Je ne pouvais pas leur dire que ça pouvait mal se passer. Enfin, ça se dit pas à des si jeunes enfants. Donc, et je crois que la veille, je ne savais pas dormir et justement sur le groupe spécifique au Guillaume, j'ai une dame qui est venue me parler et qui me parlait de son mari qui avait bizarrement une tumeur exactement au même endroit que moi, ce qui n'arrive pas forcément souvent parce qu'on a tous des tumeurs à des endroits différents, et pour qui ça s'était super bien passé, il était rentré chez lui et tout allait bien. Et en fait, cette conversation m'a donné beaucoup d'espoir pour aller à l'opération. Et avec le recul, je me rends compte que bah voilà, j'ai eu la rencontre dont j'avais besoin au moment où j'avais besoin. C'était l'info que tu cherchais d'ailleurs avant, quand tu as eu le C'est diagnostic de ça. posé. C'était ce témoignage-là finalement que tu recherchais. Ouais, que j'arrivais pas à trouver parce C'est ça. que c'est vrai que les gens ont tendance à venir, on dit sur Internet pour dire quand ça va pas, et quand ça va bien, ils ont tendance à plus retourner parce qu'ils ont besoin de tourner la page. Ce que je peux comprendre. J'ai eu besoin de tourner cette page pendant la radiothérapie où là j'ai vraiment, là pour le coup j'ai fait une petite dépression. Mais aujourd'hui que je vais bien, j'ai qu'une envie, c'est de partager le fait que j'aille bien pour justement donner de l'espoir à ceux qui se retrouvent dans la situation dans laquelle j'ai été il y a quelques mois. Ouais. Donc, Tu puisses je compter pense ce que c'est important. témoignage dont toi tu rêvais, dont toi tu avais besoin pour te donner l'espoir Oui, finalement. C'est ça, hein. c'est ça. Ouais, d'accord. Et alors comment ça avance après? Du coup, c'est la radiothérapie qu'on te propose? Ouais. En fait, après, il y avait un mois de pause Ouais, pour justement se remettre de l'opération parce que c'est quand même, bon, sans rentrer dans les détails, on ouvre quand même tout ici, on a 40 agrafes, donc c'est quand même une opération lourde. Donc, il faut attendre que ça se ferme un minimum parce que les rayons, ils viennent ouvrir un petit peu tout ça. Donc, il a fallu attendre avec la COVID-19 un mois et demi. Et en fait, après, bah, c'est parti pour 6 semaines et demie de radiothérapie. Donc là, c'était vraiment difficile parce que c'était 5 jours par semaine. Il fallait faire l'aller-retour à l'hôpital pour faire les rayons. Et en l'occurrence, moi, j'avais 45 minutes de route. Donc, en fait, je passais beaucoup, beaucoup de temps sur les routes. ouais. Et les horaires étaient différents tous les jours. Et en fait, on avait notre planning vraiment d'une semaine à l'autre. Donc, ça veut dire que là où je voulais absolument profiter de ce qui me restait, je ne pouvais planifier qu'à la petite semaine et encore entre les séances de radiothérapie. Donc, ça m'a obligée à me rapprocher de l'instant présent. Donc, je crois que c'est pas pour rien, encore une fois, que je me suis retrouvée avec ces rayons. Parce que c'est vraiment pendant cette période-là que j'ai commencé à, à cheminer de manière plus profonde, où là, j'étais plus consciente que j'étais en train de partir sur un côté plus spirituel finalement. Donc, parce que c'est vraiment une période, il faut différencier quand l'opération, elle est passée, c'est difficile, mais il y a l'opération, et ensuite, c'est une convalescence, on va toujours de mieux en mieux. Bon, il y a toujours les corticoïdes, etc., qui sont difficiles Ouais. parce qu'ils changent un peu l'humeur, mais il n'empêche que de jour en jour, on va de mieux en mieux. C'est vraiment l'inverse avec la radiothérapie. C'est-à-dire qu'on y va, on commence, tout va bien, et au fur et à mesure des semaines, on commence à être de plus en plus fatigué, on a de plus en plus de mal à la tête. C'est la récurrence qui fait qu'à un moment donné, ça devient difficile. Et d'ailleurs, j'ai commencé à perdre mes cheveux au bout de 3 4 semaines. Donc bah, là, c'est difficile parce qu'au plus on avance et au plus on est fatigué, au plus c'est difficile. Ouais. Et en même temps, bah, il faut le terminer. Donc, c'est vraiment une pyramide inversée. On fait ça, on commence à aller mieux avec l'opération, puis avec la radiothérapie, on fait ça. Et là, du coup, ça a été un moment très difficile pour moi. Qu'est-ce Et qui là, t'a j'ai eu beaucoup de rencontres. Qu'est-ce qui t'a aidé dans cette période compliquée, très dure, où tu te fatiguais beaucoup? J'ai en fait la première partie de la radiothérapie, comme j'étais encore physiquement plutôt bien, je m'accrochais, je me mettais des choses agréables dans la semaine et je m'accrochais aux petits moments agréables de la semaine pour réussir à oublier ces allers-retours. J'ai aussi eu
un taxi en or qui était adorable et qui me changeait les idées. Et en l'occurrence, c'est important. Et la deuxième partie, là, j'étais vraiment mal. Et en fait, ben, c'est à ce moment-là où j'ai eu la rencontre dont j'ai eu besoin. C'est-à-dire que dans le taxi, j'ai croisé une femme qui accompagnait son papa qui avait la même chose que moi, sachant que je n'avais jamais personne avec moi dans le taxi. Et on a parlé, je lui ai parlé d'un spécialiste que moi j'avais été voir et qui pouvait être intéressant pour son papa. C'est comme si on me disait, enfin, je ressentais le besoin de lui donner ce nom-là. Lui Et transmettre. elle, de son côté, voilà, c'est ça. Et elle, de son côté, elle m'a transmis le nom d'un hypnothérapeute qui avait beaucoup aidé son papa et qui, en l'occurrence, m'a fait beaucoup de bien quand j'ai pris des séances avec lui. Donc, cette rencontre, à ce moment-là, ça m'a beaucoup aidé. Ouais, t'as senti que sur ton chemin où tu m'étais, maintenant peut-être avec le recul, hein, parce que c'est pas forcément évident quand on vit les choses, mais avec le recul, est-ce que tu pourrais dire que tu as bien été aiguillé, que on t'a mis les bonnes Oui, personnes sur le chemin, que on les m'a mis choses sont exactement faites? les bonnes personnes. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais si tu veux, quand j'étais, je sais plus exactement à quel moment de ma maladie, mais c'était, je pense, juste après l'opération. Justement, sur le groupe dont je parlais sur Facebook du Guillaume, Ouais, euh, j'avais mis une publication parce que souvent, on se pose beaucoup de questions dedans et on essaye d'anticiper l'étape d'après pour savoir comment ça va. c'est la fête. Et j'ai une femme, Amélie, qui est venue me parler parce que son papa avait exactement la même chose. Et voilà, il avait fait la chimio, la radiothérapie. Lui, pour le coup, il avait dû la faire de manière concomitante. Et il arrivait quand même à bien aller. Et elle m'a orientée vers un médecin qui se donne de bouche à oreille. Et en fait, j'étais assez sceptique parce que sur Facebook, on se dit, mince, il y a des gens aussi qui profitent. Et du coup, j'ai été voir ce médecin et au final, bah, de fil en aiguille, ce médecin, c'était pas le bon, c'était son frère. Il fallait faire 2 heures de route pour y aller. Je me suis dit, D'accord. oula, dans quelle arnaque je me lance? Mais plein de choses ont fait que j'ai fait confiance et j'y suis Ouais. allée. Et en fait, c'est un médecin très particulier qui travaille avec les méridiens. Avec le recul, je pense qu'il travaille un peu avec la médecine chinoise, mais il en a fait quelque chose d'un peu informatisé avec un programme sur son ordinateur. D'accord. Donc, ça permettait en fait donc lui m'a donné, enfin, à questionner mon corps pour savoir de quoi j'avais besoin en complément de la médecine, parce que forcément, ils ne te disent pas d'abandonner la médecine, ils te disent que c'est complémentaire. Et du coup, avec ce médecin, j'ai pris du coriolus, qui est un champignon qui apparemment correspondait assez bien à dont moi j'avais besoin. Et qui, selon ce médecin, disait que c'est comme une chimiothérapie naturelle. Donc ça, je le prends encore aujourd'hui. C'est quelque chose qui booste aussi le système immunitaire. Donc, et cette dame, bah, elle était très présente pour moi. Et au final, quand je suis arrivée, c'est une petite anecdote, mais quand c'était le moment de payer pour ce médecin, je me suis dit, oulala, qu'est-ce que je vais prendre comme douille? Et en fait, son papa avait réglé pour moi alors qu'il ne me connaissait absolument pas. D'accord. Donc, c'est des petits coups de pouce comme ça du Ouais. destin qui font que. Ouais. Et j'ai parlé de ce médecin dans mon livre sans le citer. Et j'ai plusieurs personnes qui m'ont en privé demandé ses coordonnées. Bien Et sûr. je me dis que finalement, d'en parler comme ça, sans dire qui c'est, parce que voilà, Ouais, il bien a le sûr. droit aussi à garder une vie privée, bah, c'est peut-être que ces personnes qui font la démarche de m'en parler, peut-être qu'elles avaient besoin d'y aller. Qu'elles avaient besoin de ce Voilà. nom-là et Donc, je de. pense que c'est vraiment tout Ouais. est très lié. Ouais. Et les rencontres qu'on fait, à un moment donné, c'est nous-mêmes qui sommes la rencontre pour quelqu'un. J'ai eu l'occasion aussi de faire ça pour quelqu'un d'autre que j'ai pu aider. Et je sais que j'étais la rencontre dont elle avait besoin à ce moment-là, au même titre que moi, j'ai eu les rencontres dont j'avais besoin. Ouais. Et comment, du coup, comment tu as cheminé, comment tu vois les choses aujourd'hui? Qu'est-ce que ça a changé concrètement dans ta vie? Tu as parlé à un moment donné de ton ancien travail, tu ne te reconnaissais pas. Est-ce que tu fais des liens entre la maladie qui a pu t'arriver et puis des choses qui étaient en dysfonctionnement dans ta vie, qui ne te correspondaient plus, et une alerte qu'on t'aurait mis en disant là, Stéphane, tu es en train de prendre le mauvais chemin. C'est ça, c'est exactement ça, c'est comme ça que je le vois. En fait, je pense que mon corps a essayé de m'alerter pendant 8-10 ans, que je l'ai fait taire à coup Oh, de non, ça va aller, je vais continuer
comme un bourrin dans la voie dans laquelle j'ai décidé d'aller. Et au final, à un moment donné, bah, ça s'effondre. Et avec le recul, je me rends compte que j'ai refoulé. Moi, ma problématique, c'est que j'étais vraiment dans toujours un peu de difficulté avec ça, mais je suis très dans le contrôle. Et justement, je refoulais beaucoup mes émotions, comme par hasard, hein, Ouais. n'est-ce pas? Et en fait, j'ai tendance à vouloir être trop dans l'aide aux autres. Je vais faire passer les besoins des autres avant les miens. Et là, à un moment donné, je me suis rendu compte que c'est vraiment ça qui s'est passé, c'est que j'étais toujours à vouloir faire passer les besoins des autres. Alors, pour raison X ou Y, hein, parce que j'avais envie de le faire. Et je pense que si on analyse un peu plus loin, c'est que je pense aussi que j'avais une forme, un besoin de reconnaissance. C'est quelque chose, j'ai travaillé aussi beaucoup sur mon ego, même si ce n'était pas un ego qui dit je suis la meilleure, mais c'est un ego qui disait je vous aide, aimez-moi, je pense. Et je pense que tout ça fait qu'à un moment donné, il y a un truc qui s'est créé. Je crois que c'est une grosse boule de, moi j'appelle ça une boule de pourriture qui s'est créée à un moment donné avec tout le mauvais et on me l'a enlevé. Je pense que l'opération était nécessaire parce que la tumeur était là. Pour moi, la radiothérapie n'était plus, alors ça c'est vraiment mon sentiment personnel, elle était plus nécessaire physiquement, mais j'avais besoin de comprendre vraiment les choses parce que au bout d'un mois après, enfin un petit peu moins d'un mois après l'opération, j'étais en mode allez, je vais repartir bosser, ça va aller. Enfin, j'étais prête à refaire le même cycle. Cela dit, je suis très bien dans mon nouveau boulot, mais j'avais des choses à régler qui étaient liées à mon enfance et puis à moi, ma façon d'être et ma façon d'appréhender la vie. Donc j'ai aussi changé des choses au niveau de mon hygiène de vie. Je Ouais. suis devenue un peu plus active, alors pas encore sportive, mais en tout cas je me soigne et j'ai beaucoup changé ma façon de m'alimenter. Parce qu'avant, comme j'étais stressée, je mangeais tout et n'importe quoi. Très souvent, le paquet de chips le soir pour décompresser de la journée. Aujourd'hui, non seulement je mange plus ces cochonneries, mais en plus je suis devenue végétarienne aussi par conviction. Parce que, en fait, finalement, avec tout cet éveil, il y a plein de choses qui se sont greffées et je me suis rendu compte que, ça c'est encore une fois très personnel, mais je ne vais plus manger une vie. Pour moi, un être vivant, voilà, on n'est pas censé les manger. Après, c'est ma vision. Mais du coup, ça a changé aussi forcément beaucoup mon alimentation. Et sur le contrôle, hein, sur ce côté justement où tu étais quelqu'un qui était très dans le contrôle, est-ce que tu t'écoutes plus? Est-ce que tu es plus dans tes émotions? Est-ce que tu es plus à l'écoute de ton corps aussi en général? Oui, alors je me suis fait aider aussi par l'hypnose, mon hypnothérapeute, en l'occurrence, ça m'a beaucoup aidé parce qu'en fait, après la radiothérapie, c'est arrivé, alors j'avais un mois de pause, mais c'est arrivé pendant le confinement avec mon mari qui, du coup, était en chômage technique et mes deux enfants en bas âge qui étaient à la maison. Au début, j'ai très mal vécu parce que j'étais très fatiguée et j'espérais ce mois de pause pour me reposer. Et en fait, c'est l'inverse qui s'est passé. Au bout de une semaine et demie, 2 semaines, on a vraiment profité. Et là, je me suis retrouvée à renouer avec ma famille, à renouer avec le plaisir d'être avec ma famille. Parce que j'étais vraiment dans ce côté coupable. J'étais pas avec eux, je me sentais coupable, mais j'étais avec eux, j'avais pas forcément envie parce que j'avais envie de m'occuper de moi. Et donc, j'étais finalement jamais contente où j'étais. Ouais, tu étais plus Et le temps là, en parallèle de ces moments que j'ai pu passer avec eux, j'avais l'hypnose à distance, hein, parce que c'est un hypnothérapeute du Québec, Ouais. qui me permettait de travailler. Moi, je travaillais consciemment en profitant de l'instant avec mes enfants et en réalisant que finalement, la vie, c'est ça. Et qu'est-ce que j'attends de plus que d'avoir du temps avec ma famille. En plus, il faisait beau, on a un jardin, donc confinement quand même relativement agréable pour nous. Et de l'autre côté, l'hypnose qui travaillait vraiment sur tous les blocages, tous les choses que j'avais pu refouler pour les libérer. Donc ça m'a beaucoup aidée. Ensuite, j'étais censée commencer la chimio. Et là, en l'occurrence, je me suis rendu compte que c'était une chimio adjuvante, hein, donc, parce que potentiellement, sur un gliome, il reste toujours des… Comme c'est une tumeur infiltrante, on enlève une partie du cerveau, Ouais. mais normalement, il reste toujours des petites cellules qu'on ne peut pas voir à l'IRM. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'ils font la radiothérapie, même si on a tout enlevé, et c'est pour ça qu'ils proposent la chimio, parce que je suis jeune, parce que j'ai bien supporté les différents traitements. Sauf que j'ai réalisé que j'en avais pas besoin et que j'avais pas, déjà, j'étais pas très pour prendre du poison. Et en plus, j'ai réalisé en fait que, en tout cas, ma vision que j'ai développée après mon expérience, plus des lectures que j'ai pu faire, c'est que pour moi, le cancer, c'est un gros symptôme, probablement l'ultime symptôme,
mais c'est un gros symptôme d'alerte qui dit ça sert, il est temps de faire quelque chose. Donc, on peut laisser les choses dégénérer et à ce moment-là, bah, effectivement, on peut en mourir et il y en a beaucoup qui en meurent. Ou alors, on peut se dire qu'on est acteur de notre santé et qu'on reprend finalement, là, en l'occurrence, Plus en c'est main. même pas le contrôle, c'est on reprend la responsabilité de sa santé Ouais. sans pour autant être coupable. Hein. Je ne dis pas que j'étais coupable de ce que j'ai développé, mais en tout cas, je suis responsable de pouvoir me remettre en santé. Et donc là, je me suis dit, bah non, si jamais je laisse comme ça et je continue, alors on l'a coupé, on l'a brûlé, on peut l'empoisonner, mais si je ne vais pas travailler sur les causes de mon cancer, ben, si tu n'enlèves pas les causes de quelque chose, ça revient toujours. Et effectivement, dans la médecine, quand je faisais mes recherches, je voyais bien qu'il y avait beaucoup de limites sur le gliome parce qu'ils te disent que ça revient toujours. À un moment donné, ça revient toujours. Ils ne savent pas te dire si ça revient au bout de 2 mois, 6 mois, 10 ans. Ça revient toujours et ça revient toujours au stade du dessus. Sachant qu'il y a 4 stades et que j'étais déjà au stade 3 et que le quatrième stade, c'est le glioblastome. Donc, c'est quelque chose qui te fait partir en très peu de temps, le plus souvent en tout cas. C'est assez agressif. Donc, mais il y avait beaucoup d'interrogations sur ce cancer-là. Et je me suis dit, bah, je n'ai pas les réponses que je veux côté médecine. Vu qu'ils n'ont pas de réponse à m'apporter, bah, je vais aller les chercher ailleurs. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à chercher autre chose. Et dans tout ce cheminement-là, plus axé sur ma santé, il y a eu tout cet éveil spirituel où, au final, au début, c'était quand tu pleures, tu t'espères que tu as un ange gardien, tu as tendance à l'interpeller en te disant mais si tu es là, aide-moi, envoie-moi ce qu'il faut, envoie-moi une rencontre, quelque chose, un coup de pouce. Et au final, au plus j'avançais et au plus j'avais des évidences qui venaient en moi. C'est-à-dire que j'avais l'évidence que, effectivement, j'ai toujours été croyante, pas pratiquante, mais j'ai toujours cru en Dieu sans avoir envie de croire à toute la religion qu'il y avait autour. Donc j'avais cette foi que j'avais un peu perdue au moment où on m'a appris la maladie, que j'ai retrouvée progressivement. Et là, j'ai senti comme une évidence qu'effectivement, il y avait quelque chose de bien plus grand que nous. Aujourd'hui, j'ai tendance à voir ça comme une source d'énergie originelle. C'est comme ça que je le vois et en tout cas, c'est comme ça que ça vibre chez moi. Et là, bah, du coup, après, on est confiant, quoi. On n'a plus peur. On sait que les choses arrivent pour une raison et que chaque chose qui nous arrive, qui effectivement peut paraître très mauvaise à la base, parce que je ne vais pas dire que c'est un moment de plaisir, bah, c'est une leçon de plus à apprendre et c'est pour nous emmener vers un bon chemin. Et du coup, ça t'a fait sentir à l'intérieur de toi que là, tu étais guérie et que du coup, la chimiothérapie n'était plus nécessaire. C'est ça. Alors, je me suis retrouvée face à un enfin, le neurochimiothérapeute était très en colère quand je lui ai dit que je refusais, même peut-être un peu agressif, mais pas par méchanceté, parce que pour Bien lui, je disais non à la vie. sûr. Donc, j'ai essayé de lui expliquer que pour moi, j'étais guérie, que j'en avais pas besoin. Pour lui, j'étais apeurée. Donc, il essayait de me convaincre en me disant que j'avais 100% de chances que ça revienne, que ça tombait à 50% avec la chimio. En l'occurrence, les chiffres ne sont pas bons, il n'y a personne qui sait. Donc, je n'ai pas voulu me retrouver face à ça. Par contre, j'ai été au rendez-vous avec mon mari qui a été assez bousculé par tout ça. Donc, dire non à la chimio, c'était aussi à un moment donné devoir me confronter au regard de mes proches qui On auraient a pu se évolué dire dans cette façon non plus. c'est Oui, ça, se dire que je les abandonne d'une certaine façon. ouais, Ça bien n'a sûr. pas été le cas, même s'ils n'étaient pas forcément d'accord, ou même s'ils ne comprenaient pas forcément, j'ai été très bien entourée et ils ont tous soutenu mon choix. En D'accord. tout cas, ils m'ont tous laissé faire sans me mettre la pression pour y aller. Donc, Et tu as pu avoir un examen derrière pour confirmer que justement, bah, il n'y a plus j'ai rien, tout va bien. oui, j'ai Ouais, eu un IRM cérébral, alors c'était, il me semble, en juin, je pense. Au fin mai, enfin, aux alentours de fin mai, début juin. Parce qu'en d'accord. fait, j'ai des IRM cérébrales de contrôle. Et donc, effectivement, il y avait plus rien. Il n'y a rien qui a repoussé. Tu as compris qu'en fait, là, vraiment, tu avais un travail finalement à effectuer et qu'il y avait des choses qu'il fallait que tu ne fonctionnes vraiment plus de la même façon, de manière à… Et en te libérant et en faisant tout ce travail finalement et en t'éveillant à cette spiritualité, Ouais, que tu devenais peut-être la messagère aussi de nouvelles c'est ça. choses et une transmission. Tu avais un rôle par rapport à ça en tout cas. Mais C'est exactement ça. ouais, c'est ça. C'est ça. Et Ouais. sur cet En fait, accompagnement,
qui te guérit finalement, qui te… C'est ça. Ouais, ouais, c'est vraiment… Mais ce cheminement, il n'est pas terminé dans le sens où je passe mon temps à devoir me remettre en question parce que effectivement, le système de croyance, il est quand même très ancré. Donc, et puis, notre personnalité, enfin, on la gomme pas comme ça. Donc, j'ai vu d'autres spécialistes après, une kinésiologue qu'on m'avait conseillé pour travailler, en l'occurrence, sur… je sentais, en fait, j'étais bien, mais incapable d'être spontanée, de profiter, d'avoir vraiment de la joie comme un enfant. Ça, j'arrivais pas à y aller. Même l'hypnothérapeute, même avec ses séances, j'y arrivais pas. Et donc, je suis allée la voir en lui disant, bah, pour moi, je pense que je dois guérir mon enfant intérieur. Elle me dit, d'accord. Alors, elle me dit, dites-moi, je veux révéler mon enfant intérieur. Donc, je lui dis, elle avait ses mains à mes poignets. Et après, elle me dit, dites-moi, je ne veux pas le révéler. Et en fait, elle avait à nouveau ses mains à mes poignets. Puis elle me dit, bah voilà, c'est ça le problème. C'est que vous voulez autant le révéler que Ouais, ne pas le révéler. les deux. Vous avez une partie de vous qui veut y aller et une partie de vous qui dit, bah non, je vais souffrir, donc reste ici. Ouais. Elle dit, donc en fait, vous faites ça, vous donnez, enfin, vous videz votre énergie au milieu, puis vous repartez. Et donc, j'ai eu tout ce travail-là. Bon, après, elle a enchaîné avec une séance d'hypnose qui m'a permis de rendre mes bagages acquis de droit. Ouais, Donc, ouais, les techniques de ouais, c'est quelque chose, visualisation. c'est vraiment des remises en question. Ouais. C'est ça. Et c'est vraiment des remises en question permanentes. En fait, chaque occasion de vie où on réagit de manière excessive, pour moi, c'est du coup un moment de comprendre qu'il y a encore quelque chose à travailler derrière, ou en tout cas à prendre conscience de quelque chose. Donc aujourd'hui, je le vis vraiment comme ça, où effectivement, j'ai des moments où je me repère un petit peu. Et je sais, j'ai conscience que enfin moi, je sais que je suis guérie. Mon cancer du cerveau, il est guéri. Quand les gens me disent qu'ils me soutiennent, je suis presque gênée parce que j'ai envie de leur dire, mais c'est très gentil, mais aujourd'hui, je vais très bien, tout va bien. Bon, les Ouais. gens ne me croient pas parce que voilà, pour un cancer, c'est là et puis ça reste pas. Je pense qu'il faudra encore un peu de temps pour que ça change. Mais à vrai dire, peu importe, c'est surtout moi que ça concerne. Ouais, toi, tu sais que c'est Moi, là. je sais que c'est guéri. Ouais. Par contre, j'ai aussi conscience que si je recommence à aller dans le mauvais chemin, potentiellement d'autres symptômes vont revenir. Peut-être pas celui-ci, mais je sais que je dois prendre garde à être raccord, aligné avec ce que je dois être et ce que je veux être pour justement éviter de resomatiser dans mon corps ce que je n'exprimerai pas ou ne ferai pas dans la Qu'est-ce vie. que justement, parce que du coup, tu es amené à plus faire attention à toi finalement et Oui. à t'aimer, à veiller sur toi, finalement, avoir ce regard bienveillant en permanence sur les directions que tu vas prendre, les chemins que tu vas prendre. Et qu'est-ce que tu as envie de dire à ces personnes? Parce que le burn-out fait un peu ça. Enfin, c'est ça, c'est que d'un coup, on n'écoute pas son corps, on y va, coûte que coûte. On se dit, mais non, je suis fatiguée, mais c'est pas grave, je vais continuer, je vais continuer. Et puis à un moment donné, la personne s'effondre finalement. Et c'est parce qu'elle, ben, on n'était pas à l'écoute de son corps, on n'a pas vu les signes. Et c'est trop tard quand on prend vraiment conscience que c'était trop, qu'il y avait une saturation et le corps, il n'en pouvait plus simplement. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui nous écoutent, qui peuvent être dans des situations, soit de maladie, mais je vois même des gros blocages émotionnels ou des choses où ils tiraillent, justement, ils y vont coûte que coûte, ils se font du mal finalement. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Quel serait ton message aujourd'hui? Moi, je pense on est dans une société où on nous incite pas à s'écouter soi-même. On est beaucoup dans le regard des autres. La preuve avec ce qui se passe en ce moment sur le Covid-19, on a tendance à dire bah, restez chez vous pour protéger les autres. Mais est-ce que quand vous aviez une gastro ou une grippe, vous n'étiez pas le premier à dire bah, je suis quand même venu travailler, je suis impliqué, je suis engagé. Et là, à ce moment-là, finalement, on ne s'inquiétait pas forcément des autres. Donc, je pense qu'à un moment donné, c'est aussi savoir s'affranchir du regard des autres et surtout du regard que soi-même on se porte. Parce que au-delà du regard des autres, finalement, c'est aussi soi-même, on se juge beaucoup. Et à un moment donné, quand on sort de ça, moi, c'est là-dessus que j'ai beaucoup travaillé parce que on est toujours, on a une petite voix qui est en train de nous taper sur les doigts en permanence, de nous dire ce que tu fais, c'est pas bien, tu devrais plutôt faire ci. Elle nous culpabilise en permanence. Et à un moment donné, quand on la fait taire, la méditation, je trouve que ça aide beaucoup, ben, on se retrouve avec un silence qui est vraiment salvateur. Et quand il y a ce silence-là, on peut commencer à se poser des questions sur est-ce que je suis au bon endroit, dans le bon travail, dans la bonne famille,
Au même titre que le confinement a permis à beaucoup de gens de se rendre compte que peut-être ils ne sont pas avec les bonnes personnes ou peut-être ils ne sont pas dans le bon travail, pas à la bonne place. Ben, avant de se retrouver avec effectivement un cancer ou toute autre maladie qui peuvent être une version extrême de quelque chose qu'on n'a pas écouté, peut-être c'est se dire ben, je prends un temps de pause pour moi et je me fais aider si besoin par la médecine classique ou par les médecines alternatives. Parce que pour moi, tout ce qui est médecine classique, on a tendance à se tourner facilement vers un psy ou toute autre spécialité. Et pour autant, on ne pense pas à la sophrologie, même à ce que tu fais. Enfin, tout ce qui va nous permettre, au-delà d'une partie du corps, de penser de manière globale. Parce que moi, c'est ce que j'aurais tendance, avec cette épreuve, à reprocher à la médecine allopathique, c'est qu'on va prendre un morceau de ton corps et te dire, celui-là, il est dysfonctionnel. Oui, mais pourquoi? Ouais, Moi, c'est ça que je veux savoir. On est un tout. Et c'est ça que j'aime bien dans la médecine qu'on dit alternative, avec toutes les spécialités que ça peut englober, c'est qu'on prend en compte de manière holistique tout ce que tu es pour savoir probablement, enfin, en tout cas, explorer des pistes pour savoir d'où peut venir le problème et pourquoi tu t'es retrouvé avec quelque chose à cet endroit plutôt qu'ailleurs. Ce qui permet de faire des liens et ce qui permet aussi de défaire des choses. C'est ça. Et ce qui permet à la maladie de ne pas revenir aussi derrière. Donc, c'est vrai que c'est important de connaître toute la pelote et tout le déroulé du film, en fait, pour pouvoir agir à tous les niveaux. Et effectivement, l'importance de prendre la personne vraiment dans son intégralité, dans son entièreté, pour pouvoir l'aider au mieux. Et effectivement, si la maladie ne revient pas chez toi, c'est bien parce que tu as fait ce travail-là et que tu fais en sorte aussi, encore aujourd'hui, tu parles de responsabilité, de te mettre au cœur de toi pour savoir qu'est-ce qui te convient et qu'est-ce qui ne te convient pas. C'est vraiment tout ce travail-là. Ouais, aujourd'hui, je suis vraiment à l'écoute. Par exemple, je sais que quand je suis très stressée, je vais avoir. Moi, j'ai tendance à avoir mal dans le bas du dos quand je suis stressée. Ouais. Et en fait, bah, quand je sens que vraiment c'est difficile, c'est plutôt en fin de nuit d'ailleurs, ça m'empêche de finir ma nuit. Et ben, généralement, je sais que du coup, j'ai quelque chose à régler. Et donc, le lendemain, je vais essayer de trouver un moyen de régler ce qui me travaillait pour justement pas le garder à l'intérieur. Ça fonctionne pas toujours, mais en tout cas, j'en prends conscience. Et puis, quand vraiment je ne sais plus vers où aller, j'ai tendance à demander à avoir un signe ou quelque chose qui puisse aider. Généralement, j'ai des signes qui viennent. Ouais, le message, c'est vraiment d'écouter son corps et de ne pas attendre qu'il hurle les choses et qu'il soit obligé de faire trop souffrir pour que vous soyez à son écoute. Et c'est vrai, comme tu l'as dit, on ne nous apprend pas à nous écouter. Et c'est dommage. Et justement, dans l'éveil, c'est une des questions que je vais poser, c'est par rapport à tes enfants. Qu'est-ce que ça t'a amené alors, ils sont petits, c'est sûr, mais qu'est-ce que ça t'amène à leur dire aujourd'hui que tu n'aurais pas fait forcément la même chose il y a quelques temps en arrière, avant ta maladie en tout cas. Mais là, quel est le discours que tu leur donnes? Est-ce que tu fais plus attention? Est-ce qu'il y a des astuces? Est-ce qu'il y a... J'en parle pas beaucoup avec eux parce que je respecte aussi mon mari alors qui me suit mais un peu plus loin derrière, qui est un peu moins éveillé au niveau, en tout cas un peu moins ouverte sur la partie très spirituelle. Que moi aujourd'hui, je suis convaincue qu'on n'est pas tout seul, que dans l'univers, il y a des êtres galactiques. Enfin, pour moi, tout est vivant. Donc, lui, pour le coup, il n'est pas encore à ce niveau-là, même si il est de plus en plus ouvert. Donc, je ne vais pas trop sur ces terrains-là avec les enfants par respect pour mon mari, pour justement ne pas. Mais par contre, je leur mets des questionnements en tête pour qu'eux-mêmes puissent se poser des questions. Un exemple très concret, je suis devenue végétarienne, je n'impose pas à mes enfants ni à mon mari. Mon mari est progressivement en train de le devenir à cause de moi, comme il dit. Pour moi, j'aurais plutôt tendance à dire, j'ai juste ouvert une brèche et si lui, ça lui parle, ça devait lui parler. Ouais. Mes enfants ont été habitués à manger de la viande, ils continuent de vouloir en manger. Je ne vais pas leur interdire. Par contre, je leur signifie quand même qu'il y a un lien entre la vache et ce que tu as dans ton assiette. Donc, même s'ils sont petits, je me dis qu'à un moment donné, on est parfois un peu, et moi-même je l'ai fait, un peu hypocrite en tant que parent,
Et même nous-mêmes, hein, c'est qu'on a un steak dans l'assiette et qu'on ne va pas se poser de questions sur le chemin et sur qu'est-ce que c'était à la base. Et pareil aux enfants, du coup, quand on leur fait manger une tranche de jambon, ils ne savent pas ce que c'est. Et puis tu vas les emmener dans une ferme, ils vont voir un petit cochon, ils vont le trouver trop mignon. Et puis en fait, ils ne vont pas penser que la tranche de jambon, c'est le petit cochon ou la maman cochon. Ouais, donc Donc, tu sèmes des graines et voilà, après. je sème des graines et Ouais, je les laisse cheminer eux-mêmes. Et ouais. d'ailleurs, généralement, c'est eux-mêmes qui me posent des questions, parfois qui me désarçonnent un peu. Mais justement, hier, mon fils me parlait de ce qui se passe après quand on va au ciel. Ouais. Là, je me suis retrouvée un peu démunie parce que j'aurais tendance à dire que, enfin, moi, j'avais envie de dire que bah, la fin, la mort, c'est juste la mort du corps physique. Mais dire ça à un enfant de 4 ans, quoique je pense que les enfants sont plus réceptifs qu'on ne le pense, mais c'est compliqué. Enfin, tu veux pas non plus les obliger à penser à ta manière. Bien sûr. Donc, je l'ai plutôt ouvert en disant que bah, moi, je crois que c'est pas la fin de la vie et que son âme qui est à l'intérieur de lui, elle continue de vivre. Donc, mais je dis ça, c'est moi, ma façon de croire. J'ai après, toi, tu penseras comme tu veux. Il y en a d'autres Ouais. qui pensent autrement. Mais du coup, tu sens que dans ton éducation, il y a des choses, est-ce que déjà tu pressens des choses qui vont changer, qui n'auraient pas été comme ça avant? C'est ce besoin de finalement de poser des questions, de les mettre en éveil. C'est ça qui aurait C'est ça. changé. Ouais. Ouais. Et vraiment, et puis de pas, en fait, en m'éveillant, je me suis rendu compte que on nous habitue à prendre tout ce qu'on nous donne pour argent comptant sans remettre en question. La nourriture, ce qu'on nous apprend, la façon dont on nous apprend les choses, la façon dont on consomme, le type de vie qu'on adopte. Et en fait, c'est juste normal parce qu'on nous a dit que c'était normal. Au même titre que voir un SDF dans la rue, c'est normal parce que bah, ça arrive et tu te déculpabilises en donnant une pièce. Ou alors tu ne le regardes même pas. Et aujourd'hui, je leur apprends à remettre en question systématiquement ce côté normal. Il n'y a rien de normal. Si toi, tu considères que c'est normal, c'est ta décision et tu as le droit. Mais Ouais, par contre, il ne faut pas qu'on se cache derrière une normalité de société. Et c'est vraiment ça que je veux leur transmettre et que je leur transmets probablement pas avant, c'est de se dire, euh, pose-toi toujours des questions sur ce qu'on te dit et va toujours chercher plusieurs types d'informations pour te faire toi ta propre opinion. Parce que ton mode de vie, moi aujourd'hui, mon mode de vie a changé. Quand j'ai dit que j'étais végétarienne ou quand j'ai dit que je refusais la chimio, ou même quand je suis assez engagée sur ce qui se passe dans l'actualité, donc je ne rentrerai pas dans les détails parce que ce n'est pas l'objet de cette interview. J'ai beaucoup de gens qui ne comprennent pas parce que je fais un choix qui est différent du plus grand nombre. ouais. Sauf que je pense qu'il faut des gens qui font un choix différent du plus grand nombre pour ouvrir des portes. Et après, charge aux autres d'y aller ou de ne pas y aller. Et c'est ce que je veux faire finalement en témoignant avec mon... C'est pour ça que j'ai eu envie aussi de faire mon livre. Déjà, parce que ça a été mon exutoire pendant tout ça. Donc, ça m'a vraiment aidé à poser les choses et à sortir les choses. Et aussi parce que je pense que ce livre, il est là pour semer des graines sur la santé, sur la vision de la vie, parce qu'à la fin, j'ouvre assez le champ des possibles sur le mode de société qu'on a, mais aussi sur justement la Terre, tout ce qui se passe autour de nous et qu'on a tendance à pas voir. Et je pense que c'est important d'ouvrir des portes et de proposer aux gens, en tout cas, d'y entrer ou pas. Ouais. Mais en tout cas, il faut qu'il y en ait qui ouvrent Ouais, le chemin. ouais. Oui, parce que il y a une des raisons hein, pour lesquelles j'avais fait le sommet de l'éveil, et on en a parlé, c'est justement éviter que les personnes qui commencent à s'éveiller ou qui prennent conscience qu'il y a autre chose se retrouvent seules ou soient jugées ou attribuées pour fous. On entend hein, encore ces choses-là parce qu'on n'est peut-être pas encore assez nombreux. Et c'est vrai que c'est dommage et dommageable parce que du coup, elles s'enferment elles-mêmes dans quelque chose qu'elles n'osent pas dévoiler de leur part, d'elles. Ouais, Et c'est vrai que c'était ça aussi le but et l'intérêt et dans ces rendez-vous du moins connectés, ça poursuit aussi ce rôle-là. Et c'est vrai qu'on sent cette volonté de se questionner, d'ouvrir en fait. On n'indique pas la direction, chacun ira là où il a envie d'aller, mais c'est de montrer le chemin des possibilités et c'est ça. d'une existence, en tout cas d'un monde différent de ce dont on nous donne à voir au tout début. En tout cas,
voilà, pour ceux qui ne le sont pas encore maintenant dans cet éveil-là. Mais c'est comme si on nous proposait un format et puis on s'adapte, on s'adapte. Et puis à un moment donné, ben, on sent que c'est trop étroit pour nous et on a besoin d'aller un petit peu voyager, voir autre chose, voir différemment. Et c'est ça, c'est cette ouverture-là, je pense, qui peut. Je suis totalement d'accord avec toi parce qu'effectivement, on se retrouve vite seul et jugé. Alors, déjà, je te dirais, quand j'ai fait lire mon livre à mes proches, parce que je leur ai fait lire avant de le partager, quand tu mets dans ton livre que, il existe des êtres galactiques, Gaïa est vivante, que moi je suis aussi convaincue que mon cerveau a repoussé. Donc ça n'engage que moi, mais je suis convaincue que tu es capable de faire tout ce que tu veux. Tu te confrontes au jugement des autres. Ouais, ça, c'est ça. Et en fait, quand j'ai sorti ce livre, finalement, ben, c'est une façon aussi de dire merde, entre guillemets, au regard des autres, parce que j'étais assez, enfin, pas réceptive, mais j'avais beaucoup besoin du regard des autres avant. Avant. Mais je me soigne là-dessus et justement, je pense que la maladie a fait qu'à un moment donné, ton image de toi-même, elle s'effondre tellement que bah, tu réussis à dépasser le regard des autres et tu n'en as plus rien à faire. Donc aujourd'hui, je dis ce que je pense, je fais ce que j'ai à faire et je pense vraiment que mon chemin de vie, c'était d'avoir cette épreuve pour que ça puisse être suffisamment parlant auprès du plus grand nombre. Pourquoi? Parce qu'un cancer, ça touche tout le monde, soit soi-même, soit un proche. Aujourd'hui, on parle d'une maladie qu'on entend beaucoup en ce moment. On ne parle pas du cancer qui, pour autant, touche bien plus de monde et tue bien plus de personnes. Et en l'occurrence, justement, en partant de quelque chose de très concret et de très parlant pour tout le monde, et en l'ayant écrit, parce que finalement, je l'ai écrit un peu à la manière d'un journal intime, donc au fur et à mesure, où on voit vraiment un cheminement progressif, où moi-même, je me suis éveillée pendant ce livre, je pense que ça peut être une autre façon d'aborder justement cet éveil spirituel. Ouais, de toucher et d'éveiller des consciences. Ouais, c'est comme ça que. Ça. Mais voilà, pour dire à tout le monde, c'est que je t'ai découverte sur un groupe d'éveil spirituel et j'ai tout de suite été touchée par, forcément parce que tu disais, mais ben, j'ai senti voilà, ce besoin de t'interviewer parce que je sentais que le message devait passer et devait participer à l'éveil des consciences et au travers de ton livre, mais aussi au travers comme ça du visuel, de ton témoignage en direct, comme tu peux le faire aujourd'hui. Et je trouvais ça intéressant que tu puisses nous dire, notre interview sera forcément différente, les questions ne sont pas les mêmes. Moi, c'est le cheminement que j'avais envie qu'on aborde aujourd'hui. Mais c'est vrai que voilà, ça permet aussi de te montrer, de dire les choses que tu as envie de faire passer et de participer à cet éveil de conscience, en tout cas dans notre échange. Et voilà, je trouvais que et tu as accepté mon D'ailleurs, j'étais invitation. ravie que tu me le proposes. Ouais, mais je te remercie beaucoup parce que voilà, pour moi, c'est des synchronicités aussi. C'est voilà, on tombe sur les personnes au bon moment. Enfin, voilà, et ça devait se faire, ça devait se faire. Et je suis vraiment ravie qu'on ait pu avoir cet échange et que tu aies pu nous proposer Moi aussi. ton histoire. Je vais mettre donc il y aura un lien pour vous inscrire à une newsletter juste en dessous. Et Tiffen ben, nous fait le cadeau de mettre donc une partie des extraits, en tout cas, de son livre. Donc, que je vous invite vraiment à découvrir, à vous procurer. Là aussi, je mettrai les liens sous la vidéo de manière à ce que vous puissiez la voir et le lire. Et donc, voilà, moi, je suis ravie qu'on ait pu échanger ensemble et que tu aies pu nous donner ton message. Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que tu as autre chose pour terminer à nous dire que tu n'aurais pas dit? Non, pas vraiment. Non? Je pense avoir dit, je sais Ouais, pas, de pas hésiter à se remettre en question tout le ouais, temps pour ouais, c'est vraiment justement les questions. Et puis, capable tu as dit de, quelque ouais. chose, Ouais, je pense qu'il faut vraiment. ouais. Et tu as dit quelque chose qui, moi, m'a touchée aussi, c'est que tu as dit, maintenant, avec la maladie, je me suis dédouanée du regard des autres. Et ben, mon programme, je l'ai appelé un balai masque. Et c'est vraiment, bah,
se retrouver soi, en fait, face à soi et plus avoir besoin de jouer un rôle pour la société, un rôle qu'on nous demande, un rôle qu'on a besoin de jouer de par nos blessures, mais tu vois, te retrouver dans ton être authentique et on sent, voilà, l'être authentique que tu es, l'authenticité que tu mets. Et moi, j'ai lu ton livre que tu m'as fait l'honneur de m'offrir et je l'ai lu et j'ai vraiment senti tout ça et je trouve ça vraiment magnifique. La sincérité et puis c'est vrai qu'on est avec toi tout au long de ce chemin en fait. On vit les étapes à travers ce que tu nous racontes et effectivement c'est une autre manière de voir ce chemin de l'expérience. Donc c'est merci beaucoup. Eh ben merci Tiphaine. Merci à toi. Merci beaucoup et puis à très Merci. bientôt. À très bientôt à tous. Merci de nous avoir suivis. Merci.